Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le Conseil des ministres adopte un arsenal juridique complémentaire pour une plus grande répression contre la corruption. Il s'agit de 3 décrets dont l'un fixe le seuil relatif au délit d'apparence. Dialogue citoyen, émission d'échange direct entre le président du Faso et les Burkinabés suscite de nombreuses réactions de la classe politique et de l'homme de la rue. Notre invité Serge Théophile Balima viendra nous parler de l'importance de cet exercice de communication. Nous ouvrons le journal par le Conseil des ministres qui s'est penché aujourd'hui sur plusieurs dossiers. Il s'agit particulièrement de 3 décrets portant prévention et répression contre la corruption. Le Conseil a aussi examiné le dossier relatif au programme national de développement et a abordé la crise d'eau potable pendant la période de chaleur. Reportage Nyarkiteda. Comme il fallait s'y attendre, l'affaire dite de Nagaré a plané sur le Conseil des ministres de ce jour. Là-dessus, la position du gouvernement n'a pas varié. Les meneurs seront châtiés à la hauteur de leur forfait. À la suite de l'enquête de gendarmerie qui est en cours, les enseignants qui ont connu un certain nombre d'attaques à leurs biens ou de destruction de leurs biens seront entièrement dédommagés par l'État. Pour le reste, les enquêtes sont en cours et je tiens à rappeler que pour le gouvernement, la loi devrait être appliquée dans toute sa rigueur en ce qui concerne les meneurs. Autre dossier examiné, il s'agit de 3 décrets portant prévention et répression de la corruption. Le gouvernement entend donner de l'envol à ces 10 décrets votés en mars 2015. Le premier décret est relatif à la procédure et au délai de déclaration d'intérêt du patrimoine à l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de la lutte contre la corruption. Le décret prévoit que c'est un délai uniforme de 30 jours. Toutes les autorités qui sont concernées, une fois nommées, disposent de 30 jours pour faire les déclarations. Le deuxième décret, qui est également pris en application de cette loi, alors fixe le seuil relatif au délit d'apparence. Vous savez que le délit d'apparence a été érigé en infraction. Maintenant, la loi avait renvoyé à un décret qui devait préciser jusqu'à quel niveau on peut considérer qu'au regard de votre train de vie, vous tombez sous le coup de délit d'apparence. Et enfin, le troisième décret est relatif au seuil des dons, cadeaux et autres avantages en nature qui ne sont pas soumis à déclaration d'une part et aux modalités de remise à l'autorité publique des dons, cadeaux et autres avantages en nature. Il faut savoir que la loi portant prévention et répression de la corruption dit que le cadeau est interdit. Maintenant, comme nous sommes dans un contexte particulier, la loi avait renvoyé un décret pour essayer de réfléchir et voir jusqu'à quel niveau on peut tolérer le cadeau. Et donc, ce décret vient de fixer le seuil tolérable du cadeau à 35 000 francs. La crise d'eau potable pendant cette période de chaleur a été également abordée au cours de cette rencontre hebdomadaire de l'exécutif. Le gouvernement promet sauver la situation par des mesures urgentes. Au vu de la situation présente, où les coupures d'eau, telles que ça nous a été signalé, vont des fois jusqu'à 72 heures, nous estimons qu'il y a quelque chose à faire de façon précise. C'est pour cela que le Conseil a décidé et a instruit le ministère en charge de l'eau de procéder à une distribution alternée de l'eau sur 12 heures. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on fonde l'espoir que chaque habitant de cette ville de Ouadou aura au moins de façon sûre l'eau pendant 12 heures en continu. Le programme national de développement connaîtra lui aussi une accélération en cette fin d'avril selon le porte-parole du gouvernement qui rassure que les dispositions ont été prises dans ce sens. Donc, un calendrier a été présenté par Madame la ministre de l'économie, des finances et du développement pour que courant avril, donc dans ces derniers jours-là, il soit transmis au Conseil des ministres afin qu'un débat participatif large puisse être engagé pour l'adopter et le mettre en œuvre dans le cadre donc des 5 années qui restent. Restons à Kosiam où le président du Faso s'est entretenu avec les responsables de l'association Parlons Paix. Une audience qui a permis à cette association de présenter au chef de l'État son plan d'activité et ses stratégies pour promouvoir la paix au Burkina. Pour atteindre cet objectif, un soutien du président du Faso a été sollicité. Ibrahim Sombier, Mokoun Dabiré. L'association Parlons Paix veut promouvoir la cohésion sociale au Burkina.
Au président du Faso, l'association est allée décliner ses objectifs et demander son soutien. La paix, ça concerne tout le monde. C'est la première valeur, je pense, dans un pays, parce que quand il n'y a pas de paix, quand il y a des troubles sociaux, je pense qu'il est impossible de faire ce qu'on fait. Aucune activité ne peut être menée. Voilà, donc nous avons un peu discuté avec le président de la pertinence de créer et de maintenir un climat de paix au Burkina Faso pour que le développement puisse se faire. Parce que vous savez, on ne peut pas gouverner quand il n'y a pas de paix. L'association compte dans les jours à venir mener une campagne de sensibilisation de proximité en vue d'inculquer aux jeunes et aux enfants les valeurs de paix et de civisme. La princesse Marie du Danemark, marraine du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, séjourne depuis hier au Burkina. Visite de terrain et rencontres avec des personnalités burkinabèses sont inscrites à l'agenda de son Altesse royale. Ainsi, elle a été reçue en audience cet après-midi par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Au centre de discussion, la coopération entre le Danemark et le Burkina et les actions menées en faveur de la santé de la reproduction. Panwadro Jean Zongo, Nyarkiteda. À la tête d'une forte délégation, la princesse héritière du Royaume du Danemark vient féliciter le chef de l'État pour son élection comme président du Faso. C'est aussi l'occasion pour la délégation de parler coopération avec le président Kaboré. Une coopération qui embrasse plusieurs domaines avec en prime le secteur de la production. We're here for two reasons. The first of it is to Aujourd'hui, on est venu féliciter le président du Faso et profiter parler de coopération que nous allons signer. C'est de l'ordre de 100 milliards de francs CFA et concerne l'agriculture, la bonne gouvernance, l'eau, l'assainissement et l'appui budgétaire. L'accord qui sera signé intègre le volet santé, notamment la santé de la reproduction. And the other part of the reason why we're here is because we'd like to see how you have developed. L'accord de coopération à ce niveau, c'est essentiellement la santé sexuelle et reproductive des femmes. Nous avons visité des centres de santé et on verra comment appuyer le Burkina Faso dans ce sens. À l'issue de cette audience, son Altesse royale, la princesse Marie, a quitté Osiam pour le ministère des Affaires étrangères pour la signature de l'accord de coopération. Avant d'en revenir à cette signature de coopération, la princesse royale s'est rendue sur le terrain à Korsimoro où le centre de santé et de promotion sociale CSPS a été visité ainsi que l'association École des Maris de Kamsé. Ces projets dans le San-Matenga sont financés par le Fonds des Nations Unies pour la population. Cette sortie a permis à son Altesse royale de vivre les réalités des Burkinabés en matière de santé, de la reproduction et des droits des filles et des femmes. Reportage Isaka Fando, Kadi Sanogo. C'est par le centre de santé et de promotion sociale de Korsimoro que la visite de son Altesse royale, la princesse Marie de Danemark, a commencé sa visite. Dans ce centre, elle a visité le dispensaire, la maternité, le hall de causerie où les femmes viennent en consultation avec leurs nourrissons. Une occasion pour discuter avec elle et le personnel de santé. Cette initiative de la marraine du Fonds des Nations Unies pour la population a été bien appréciée par le premier responsable du district sanitaire de Bousouma. C'est un plaisir pour nous de recevoir son Altesse, la princesse du Danemark, ici dans notre formation sanitaire. Je suis vraiment heureux que des autres autorités puissent venir nous rendre visite et s'enquérir de notre manière de travailler. Après Korsimoro, le cap est mis sur le village de Kamsé dans la commune rurale de Pisila. La princesse Marie a eu des entretiens avec le chef du village, les femmes et l'association L'École des Maris, une association qui sensibilise les femmes et les hommes sur la planification familiale. Nous sommes 12. Si nous comprenons que la femme est le mot de vendre cette cour-là, nous prenons notre manteau là pour aller. On n'a pas besoin de mari, tu as l'argent pour payer ça. Si la femme là est couchée maintenant ou sa maladie est finie, il y a quelque chose pour nous donner, ça nous range. Nous voulons que tous les soient en bonne santé. L'objectif visé par cette visite est de toucher du doigt les réalités des Burkinabés dans le domaine de la santé, de la reproduction et des droits des femmes et des filles. Nous avons eu une visite très intéressante. Nous avons pu échanger avec les populations de ce village
Et naturellement, nous avons positivement apprécié l'accueil qui nous a été réservé. Et également, nous avons salué les initiatives qui ont été prises ici, notamment le village des Maries, qui va permettre donc la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. C'est une très bonne impression que nous avons de notre visite. Cette visite au Burkina va permettre à la princesse Marie de préparer la conférence mondiale Women Deliver qui se tiendra à Copenhague du 16 au 19 mai 2016. Coopération bilatérale toujours, la France apporte un soutien appréciable à l'organisation des prochaines municipales au Burkina, un soutien multiforme qui s'élève à 500 millions de francs CFA. Le Conseil d'État, la Commission électorale nationale indépendante CENI et les hommes de médias seront les grands bénéficiaires de cette enveloppe financière. La France veut ainsi contribuer au renforcement de la démocratie au Burkina. Kosun Koulibaly, Claudine Dimabio, Bikaba. Pour les élections municipales du 22 mai prochain, la France annonce d'ores et déjà son soutien. Un soutien qui se chiffrerait à environ 500 millions de francs CFA. Une annonce faite par l'ambassade de France au Burkina lors d'une conférence de presse qu'elle a initiée. Nous avons déjà donné au Conseil d'État pour les municipales 100 millions de francs CFA. Nous allons donner à l'UNALPHA qui travaille avec Canal France International pour la formation des journalistes 65 millions de francs CFA et nous attendons le montant de l'aide que nous allons apporter à la CENI qui sera plus important que les deux montants cumulés de l'aide au Conseil d'État et à l'UNALPHA. À cette rencontre était présent le Conseil d'État, acteur clé de ces élections, ainsi que l'UNALPHA, qui devra coordonner avec Canal France International les formations à l'endroit des médias. On a également décidé de prolonger l'expérience de Face aux médias, qui va permettre aux journalistes d'informer par le biais des radios en langue nationale, mais aussi par le biais des télévisions, les citoyens sur les enjeux de ce dernier rendez-vous qui va marquer l'avènement de la démocratie burkinabé. La France espère ainsi que les municipales auront aussi le même succès que la présidentielle et les législatives. Jules Thibault estime que ces municipales sont un rendez-vous crucial pour la stabilité et l'ancrage de la démocratie au Burkina. L'actualité est toujours dominée par la première du dialogue citoyen, émission d'échange en direct entre le président du Faso et les Burkinabés. Les préoccupations des citoyens ont été posées par eux-mêmes à travers le téléphone, les réseaux sociaux et la plateforme Présimètre. Le président du Faso s'est prêté volontiers à l'exercice en apportant des réponses aux questions qui lui étaient posées. Les précisions d'Idrissa Seri. Le président du Faso s'est prêté volontiers à l'exercice. Il a répondu à toutes les questions, même les plus embarrassantes, sans langue de bois, usant d'un franc-parler avec courtoisie et dans le respect des journalistes et des téléspectateurs, démontrant ainsi sa maîtrise sur presque tous les sujets. Sur les questions majeures comme la lutte contre la corruption, l'audit de la transition, les soupçons de blanchiment d'argent, le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, Roch-Marc Christian Kaboré est resté sur la ligne de défense du gouvernement. Il faut respecter la séparation des pouvoirs. Chacun doit jouer son rôle. Les législatifs légifèrent, les organes de contrôle font leurs investigations, les instances judiciaires rendent des décisions de justice, l'exécutif s'occupe de la diplomatie. Comment va-t-on encadrer l'action des Koglo-Wego? Là aussi, le président du Faso réitère sa position. Les Koglo-Wego qui font bien leur travail de sécurisation des populations seront encouragés par l'État. Les brebis galeuses répondront devant la justice. N'y a-t-il pas un risque que ces groupes d'autodéfense dans leur dérive se comportent comme les anti-Balaka en Centrafrique ou les Janjaouides au Soudan? Le président du Faso a été clair. Le contexte varie d'un pays à un autre. En Centrafrique, il s'agit d'un problème religieux, tandis qu'au Soudan, le problème est ethnique. Les Koglo-Wego cherchent à combler un vide sécuritaire. En ce qui concerne le cas de Nagaré dans le département de Logobou, où les élèves ont molesté des enseignants et déchiré le drapeau, le gouvernement reste ferme. Il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur pour restaurer l'autorité de l'État. Le président a fait référence à un autre mauvais exemple donné par les élèves de Fada qui ont manifesté pour s'opposer à la répression d'un cas de viol. Les faits se sont plutôt déroulés à Diapaga. Le lapsus du président traduit l'importance que le gouvernement accorde à la lutte contre l'incivisme de façon générale et dans la région de l'Est de façon particulière.
Les citoyens lambda reprochent au gouvernement sa gestion des questions de sécurité et de terrorisme. Pour Roch-Marc Christian Kaboré, un travail est fait pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité. La lutte contre le terrorisme se mène dans une synergie d'action avec tous les pays concernés, d'où les résultats obtenus dans le cadre des attentats de Grand Bassam. Le président du Faso a fait de la promotion de la jeunesse et de la relance économique son cheval de bataille. Son programme de gouvernement y est largement consacré. L'émission d'hier a permis à Roch-Marc Christian Kaboré d'expliquer de nouveau les actions qu'il compte mener pour tenir ses engagements. Nyarkiteda. Dans son programme de gouvernement, le président accorde une large part à la jeunesse. Les actions n'ont pas manqué dans ce sens, selon Roch-Marc Christian Kaboré. Il a rappelé les mesures annoncées en faveur de la jeunesse, la construction de classes et d'amphithéâtres pour les élèves et les étudiants. Nous sommes dans une contrainte de la situation que vous connaissez et nous avons pris l'engagement de construire autant d'écoles pour permettre effectivement à nos enfants de pouvoir être dans les meilleures conditions de réussite scolaire. Le second problème sur lequel nous devons également travailler, qui est concomitant, c'est de faire en sorte que également nous puissions faire un effort sur le taux de natalité. Le recrutement d'enseignants pour le poste primaire, d'agents communautaires dans la santé et le recrutement de 19 000 jeunes dans la fonction publique cette année. Pour lui, les jeunes recrutés de façon ponctuelle pourraient intégrer à terme la fonction publique. Les jeunes du secteur informel ne sont pas en reste. Dans sa stratégie de promotion du secteur informel, le gouvernement encourage les jeunes à se mettre ensemble pour créer des entreprises structurées et profiter des financements des fonds nationaux. À travers la loi des finances rectificatives, le gouvernement soutient la filière coton. Cela pourrait aider les femmes à développer leurs activités dans le domaine du tissage et la confection de façons d'enfannie. Quant à une augmentation des salaires à l'image de ce qui a été accordé aux magistrats, le président du Faso n'y voit pas d'inconvénient. Mais je suis également conscient, comme il l'a dit, que ce soit au niveau des médecins, que ce soit au niveau des enseignants, qu'il y a des situations qui sont difficiles. C'est pourquoi déjà, nous avons instruit le ministre de la Santé de réfléchir à la fonction publique hospitalière pour que nous puissions, dans les années à venir, voir également qu'est-ce que nous pouvons faire. Cependant, il pose des conditions. Si les agents sont à leur poste, à l'heure, s'ils travaillent à l'augmentation des recettes, si l'incivisme fiscal est combattu, le gouvernement pourra faire l'effort d'augmenter de façon substantielle les salaires. À ce niveau, le téléspectateur est quelque peu resté sur sa soif. Il s'attendait plutôt à une proposition concrète de la part du président, vu que ce point fait partie des revendications des syndicats depuis des années. Enfin, l'accès à l'eau potable, le talon d'Achille du nouveau pouvoir. Dans son programme quinquennal, le président du Faso promet 0 corvée d'eau pour les femmes. Nous avons dit effectivement que nous allons, durant les 5 ans, sur Ouaga et Bobo, augmenter le réseau pour pouvoir faire les connexions, créer des châteaux d'eau pour pouvoir stocker l'eau dans les périphéries et permettre effectivement que les Burkinabés puissent avoir accès à l'eau potable. Roch-Marc Christian Kaboré évoque les projets lancés au cours de ces 100 premiers jours, mais pense qu'il est trop tôt de juger l'action du gouvernement dans ces domaines. Le pari est risqué pour le président Kaboré. Le peuple est en droit de lui retirer sa confiance si en 2020 le gouvernement ne tient pas parole. Toute chose qu'il ne souhaite pas d'ailleurs, c'est pourquoi il dit s'engager à travailler pour mener à bien la mission que le peuple lui a confiée. Si dans la forme tous saluent cette initiative, dans le fond, les avis divergent, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition. La majorité estime que le président du Faso a été à la hauteur de la situation, alors que l'opposition politique affirme que pas grand-chose n'est sorti de cette émission. Jean-Hugues Bayala, Pascal Kane. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP applaudit à tout rompre le premier dialogue citoyen avec le président du Faso. Les partis au pouvoir estiment qu'avec cette démarche, le président du Faso rompt avec les habitudes et se présente comme un président proche du peuple. Dans le fond aussi, son parti estime qu'il a été convaincant dans ses réponses. Le président a eu des réponses précises, claires par rapport à ces problèmes. Du reste, pendant sa campagne, il a expliqué quelles solutions il pouvait apporter à ces différents problèmes.
Hier, il a encore convaincu les Burkinabés qu'il était l'homme de la situation. Les sankaristes de l'UPS saluent surtout la démarche, une première qui prouve qu'il y a bel et bien un changement dans la gouvernance politique du pays. Ça permet au président du Faso de recueillir en live, directement, sans intermédiaire, les attentes et les appréciations de la population. Je crois qu'il a fait l'effort d'être honnête en répondant à certaines questions très délicates. Et il faut saluer cette honnêteté. Là où il dit que c'est compliqué, il l'a dit, et il demande au Burkinabé du temps et de la compréhension pour justement pouvoir dérouler son programme de gouvernement, programme pour lequel le peuple lui a porté sa confiance. À l'Union pour le progrès et les changements, par contre, le son de cloche est différent. Dans la forme, le Parti du Lion estime qu'il faut améliorer le format du dialogue. Dans le format, ce n'est pas véritablement ce que nous avons senti à travers l'émission, dans la mesure où nous avons senti sur près de 200 et quelques appels, on a constaté qu'il n'y a même pas eu près de 20 questions qui ont été traitées. Donc on s'est posé la question à savoir si les questions n'étaient pas triées. Et est-ce qu'il n'y avait pas de questions gênantes pour le président du Faso? Quant aux réponses, l'IPC estime que certaines questions majeures ont été plutôt effleurées dans le dialogue. On a évoqué la question des Koulouego qui ont des armes et on cherche à savoir est-ce qu'ils ont l'autorisation de porter lorsque le président de la République va dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des armes et qui n'ont pas de permis de port d'armes. Nous pensons que la question sécuritaire ici a été prise très à la légère. Néanmoins, tous les partis politiques approchés pensent que c'est un exercice original au Burkina qu'il faut perpétuer pour le bien de la démocratie. L'émission a été largement suivie par les téléspectateurs qui apprécient diversement cet exercice de communication. Propos recueillis par Ibrahim Sombier et Mokoun Dabiré. La prestation du président hier aussi à la télévision nationale, sincèrement, j'ai aimé ça. Puisque c'est une première dans l'histoire du Burkina Faso qu'un président vienne s'asseoir et qu'il réponde aux questions des journalistes et en même temps il répond aux questions des téléspectateurs qui l'appellent et puis qui posent des questions. Mais dans le fond, j'ai pas trop aimé. Bon, c'est presque les mêmes questions, c'est comme ce qui s'est passé à Bobo. Bon, il répond aux questions de façon superficielle. Bon, il ne rentre pas même dans le fond même du problème. Bon, d'une part, c'est bien. Comme c'est tout un début, c'est normal. Il faut commencer petit et puis monter. C'est comme ça. On ne peut pas aller changer les choses à un coup. Il faut qu'on essaie de monter petit à petit. Il s'est bien défendu. Elle était assez bien. Assez bien. Assez bien, seulement, bon, les points importants n'ont pas été évoqués. Par exemple, le cas de l'emploi, des jeunes surtout. C'est apprécié son intervention. S'il a eu à faire, comme l'était dit, le peuple sera derrière lui. Vraiment, c'est vrai qu'il travaillait mieux plus que les régimes passés. J'ai trouvé ça très bien. Bon, parce que déjà, je me dis que les gens sont un peu trop pressés. Parce qu'on aurait dû lui laisser quand même faire les choses. Comme lui-même il l'a dit, c'est carrément vers l'orée de 2017 ou 2020 qu'on pourrait dire qu'il n'a pas pu faire quoi que ce soit. Moi, j'ai trouvé que l'initiative est très louable, c'est une très bonne chose, une première même au Burkina. Mais j'ai trouvé aussi que vraiment, il y a un quoi. À part la question sur la journée nationale des paysans qui était une vraie question. Je trouvais que les autres questions étaient quand même, on n'a même pas parlé, on n'a même pas évoqué quand même les dossiers pendant justice. Ce volet n'a pas été évoqué. Bon, les questions étaient à sa portée, ce n'est pas des questions difficiles, donc il pouvait quand même, en tout cas il était à l'aise, il a donné les réponses qu'il devait donner. On ne peut pas attendre, 100 jours on ne peut pas construire immeuble, c'est fondation on peut faire, donc comme on a déjà fait fondation, on attend de voir d'abord. Alors notre invité Serge Théophile Balima, en 100 jours on ne peut pas construire un immeuble, mais on peut faire des fondations. Vous êtes enseignant à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Comment vous jugez cet exercice de communication, sont bien fondés? Absolument, je pense que c'est une innovation dans notre système médiatique. C'est l'une des rares fois où la télévision nationale, en concert avec d'autres télévisions et d'autres stations de radio, ont pu recevoir un chef d'État qui a accepté quand même de se déplacer dans les studios de la radio-télévision du Burkina
pour répondre aux questions des journalistes et aussi les questions des téléspectateurs et auditeurs. Je trouve que c'est une innovation, si vous voulez, dans le système médiatique. Et je pense que cette initiative doit être poursuivie. Et surtout, on doit l'étendre aux autres acteurs publics de notre pays pour que chacun puisse répondre aux questions que se pose l'opinion, de manière à ce que l'interpellation démocratique puisse avoir un contenu réel dans ce pays. C'est une des voies possibles pour améliorer la gouvernance et permettre au renouveau démocratique de bien se consolider. Alors, en tant que spécialiste de la communication, est-ce que vous avez, quelque part, en regardant l'émission, vous avez vu quelques tares, quelques faiblesses de l'émission, que, en tout cas, vous qui êtes spécialiste, vous pouvez remettre en cause? Écoutez, on peut toujours améliorer une émission. Hein. Vous savez, c'est l'une des rares fois que l'exercice est fait dans notre pays, et je crois que les journalistes ont été méritants, parce que ce n'est pas facile d'organiser, on appelle ça un genre majeur, qui nécessite beaucoup de compétences, beaucoup d'expérience, beaucoup de sérénité aussi, et puis beaucoup de rigueur. Et il faut avoir un sens très élevé de l'équilibre en pareilles circonstances, parce que dans l'opinion, vous avez des avis très divergents sur les questions. Chacun veut que le journaliste pose les questions de la manière que lui, il souhaite, alors que le journaliste, en réalité, il n'est là que pour poser les questions que se pose l'opinion. Ce n'est pas dans son intérêt à lui qu'il pose les questions, c'est dans l'intérêt du public dans sa diversité. Je trouve qu'on peut améliorer la formule. D'abord, au niveau même des invités, lorsqu'ils doivent intervenir, il faut qu'ils soient initiés à l'utilisation du micro. Parce que sur certaines interventions, il y a des syllabes qui ont disparu, il y a parfois des mots entiers qu'on n'a pas entendus. Et là, il est souhaitable que les intervenants puissent être préparés à une bonne utilisation du micro et de parler de façon distincte pour que tout le monde puisse comprendre. Bon, évidemment, pour les journalistes eux-mêmes, ils ont un travail à faire, c'est-à-dire être un peu plus décontractés, parce que comme nous sommes sortis quand même d'un système semi-démocratique ou semi-autoritaire, selon les opinions, bon, évidemment, les journalistes sont restés encore un peu trop guindés, un peu trop cérémonial, parce que pour que l'émission soit intéressante, il faudrait que les journalistes acceptent de poser des questions, on va dire, impertinentes, ce qui ne signifie pas des questions impolies, mais des questions impertinentes. Parce que l'impertinence dans le questionnement est une qualité en journalisme. C'est un peu dérangeant, mais c'est ce qui permet aux hommes politiques de réellement s'exercer à répondre aux vraies questions et à apporter des réponses claires et précises au public. Alors, M. Balima, les téléspectateurs que vous avez entendus il y a quelques instants critiquaient aussi le nombre d'appelants, des questions posées par les téléspectateurs. Est-ce que c'était un autre aspect? Oui, mais ça, c'est des points de vue tout à fait personnels. Mais il est hors de question qu'on puisse prendre 200 questions au cours d'une telle émission. Donc, il va falloir sélectionner. Et c'est là où le travail des journalistes doit se faire avec beaucoup de qualité, beaucoup de rigueur. C'est de sélectionner les questions réellement qui ont beaucoup d'intérêt pour la communauté. Par exemple, lorsque les intervenants viennent, il ne faut pas qu'ils parlent de leur cas personnel. Il faut que les gens parlent de cas qui concernent un nombre important de personnes. Je vais dire, par exemple, vous appelez un enseignant, il ne lui appartient pas de s'en tenir à son cas personnel, mais il doit parler du cas concernant le corps des enseignants. C'est ça qui donne de l'intérêt à l'émission et ça permet à tous ceux qui sont dans ce corps de s'identifier à la question et de trouver des éléments de réponse de la part du chef de l'État. Je crois que cet exercice initié de part et d'autre par la CODEL et par Diaconia, ce sont des initiatives qu'il faut encourager et souhaiter que l'exercice se poursuive en élargissant la base des invités pour que la prochaine fois, ce soit peut-être le Premier ministre, les ministres et tous ceux qui exercent de hautes fonctions et de grands postes nationaux doivent pouvoir passer à ce genre de questions et surtout aussi peut-être créer de nouvelles émissions qui pourraient s'appeler par exemple à des questions sans détour pour que vraiment notre démocratie aille de l'avant. Est-ce que le président pourrait revenir très bientôt sur ce plateau donc, de l'émission Dialogue citoyen pour continuer cette discussion? Je pense qu'il s'est engagé à le faire. Nous n'avons aucune raison de douter de son engagement à respecter cela. Je pense qu'il a déjà donné le bon ton. On va espérer qu'il va respecter ses engagements.
Merci beaucoup, professeur Serge Théophile Balima, pour cette contribution à l'émission Dialogue citoyen qui a réuni hier sur notre plateau le président du Faso et les Burkinabés. Les préparatifs de ce grand oral ont été entourés d'un grand professionnalisme pour qu'un grain de sable ne vienne pas bloquer la machine. La délégation présidentielle et l'équipe de l'émission ont travaillé en tandem pour sa réussite. Tanga Kafando était dans les coulisses et il nous propose ce reportage. Il était sur ce plateau comme candidat. Il y revient cette fois-ci en tant que président pour répondre aux questions des citoyens sur la gestion des affaires publiques. Ce premier exercice, ni l'invité, ni les organisateurs ne se sont encore familiarisés. Et cette soirée est donc une soirée de stress, de suspense, d'interrogation et de haute concentration en attendant l'heure fatidique. Il faut tout vérifier, tester et retester, s'assurer que machine et caméra fonctionnent comme il se doit. Les mouvements vont dans tous les sens, l'atmosphère est lourde. Il faut la détendre. Il est 21h. Les journalistes se jettent à l'eau. Le président réagit. Le pari est en phase d'être gagné. On peut donc pousser un tout petit ouf de soulagement de l'autre côté de la régie. Après 1h30 de débat, tout finit dans les meilleures conditions. C'est la victoire d'un pari, le premier espace de dialogue citoyen-président jamais réalisé au Burkina. Une victoire immortalisée par des séances photos. Le président se retire, tout détendu. Les organisateurs semblent soulagés. Mission accomplie pour toute l'équipe. Pour aller au-delà de l'exercice de communication et essayer de comprendre les questions de fond posées et les réponses fournies, la rédaction de la RTB vous retrouve tout à l'heure à 22h pour un plateau spécial sur l'émission Dialogue citoyen. Fousseni Kindo et ses invités vont analyser et décrypter les grands moments de l'émission de ce 26 avril 2016. Tout autre aspect à présent, 3 projets de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale. Hier, les députés ont adopté le projet de loi portant loi de règlement au titre du budget gestion 2013. Ils ont aussi examiné puis adopté le projet de loi sur la création, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour administrative d'appel. Des projets de loi adoptés à l'unanimité. Enfin, le 3e projet de loi est relatif à la création, à la composition, attribution et fonctionnement des tribunaux administratifs. Daouda Ouattara, Mounira Kéré. 3 projets de loi ont été présentés au cours de cette session plénière. Le premier est relatif à la loi portant loi de règlement au titre du budget de l'État, gestion 2013. Il ressort de ce budget un déficit d'environ 47 milliards 500 millions de francs CFA. Et le projet qui est soumis au vote des députés vise à autoriser le gouvernement à imputer les déficits dans les comptes des découvertes permanents du Trésor public. Le projet a reçu l'assentiment de 90 députés sur les 115 votants du jour. La loi de règlement vient pour faire le point de l'exécution du budget devant la représentation nationale pour qu'ils s'assurent que c'était conforme donc à ce qu'ils avaient voté et qui donne quitus au gouvernement. Le deuxième projet de loi a été voté à l'unanimité des 115 députés. Il est relatif à la création, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour administrative d'appel et les procédures applicables devant elle. Une loi qui, selon le ministre en charge de la Justice, répond au souci du Burkina de parachever la mise en place de son ordre administratif. La Cour administrative d'appel est une juridiction qui permet, lorsqu'un justiciable va devant une première juridiction qu'on appelle de fond, le TGI pour l'ordre judiciaire et le tribunal administratif pour l'ordre administratif, de faire juger une seconde fois son affaire. L'avantage, c'est que ça permet de réexaminer l'affaire avec des magistrats plus expérimentés et peut-être en tenant compte aussi de la décision qui a été rendue au premier niveau. Le troisième projet est relatif à la loi portant création, composition, attribution et fonctionnement des tribunaux administratifs. 114 députés ont voté en sa faveur contre une abstention. Poursuite de la tournée du ministre de l'administration territoriale qui a engagé des discussions sur le terrain avec les groupes d'autodéfense, les Koglouéogo. Après Boulsa, Simon Compaoré a marqué hier une halte à Zorgo dans le Ganzourougou. Échange pour recadrer les activités de ces Koglouéogo dans une atmosphère de compréhension mutuelle. Nongba Kouda, Bouma Ernest Nebié.
Après une brève rencontre avec les chefs coutumiers et les responsables religieux de Zorgo, place aux échanges avec les Koglogo de la localité proprement dit. Simon Compaoré ne leur cache pas son indignation face aux services corporels qu'il inflige à leurs cibles. Les amendes exigées aux voleurs et le port illégal des armes par les Koglogo sont également dénoncés ici par Simon Compaoré, qui invite par ailleurs les Koglogo à collaborer avec les forces de sécurité. Nous les avons invités à éviter ces genres de dérapage parce que s'il y a ces genres de dérapage, la loi ne peut pas s'appliquer. Mais nous avons reconnu que nous avons besoin de ces genres d'initiatives pour épauler les forces de sécurité, les forces de défense qui sont sur le terrain. Les représentants des Koglogo apprécient positivement la démarche du ministre en charge de la sécurité. N'y pas ce qui leur est reproché, mais dénoncent certaines complicités des forces de sécurité avec les délinquants. Prendre le volet comme ça, donner avec le police ou bien au commissariat, bon, tu donnes aujourd'hui, demain tu laisses. Donc c'est à cause de ça qu'on juge avec nous-mêmes aussi. Bon, si le police qui bien travaille avec nous là, bon, pas de problème entre nous. Là, mais il prend aujourd'hui et laisse demain. Les Koglogo demandent également à l'État une aide financière, toute chose qui leur permettra de cesser d'amender les délinquants qu'ils capturent. Cela demande que nous puissions nous voir, regarder ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et vous saurez ce qui aurait été décidé en la matière. Et c'est par cette phrase que le ministre en charge de la sécurité intérieure met fin à la rencontre. Vive les Koglogo qui respectent la loi! Les journaux ont commenté aujourd'hui la visite du chef de file de l'opposition politique à l'unité d'action syndicale. Autre sujet, la campagne lancée par Amnesty International contre les mariages forcés et précoces. La revue de presse de Quotidien avec Abdoul Rasmane Zongo. L'union fait la force, tel pourrait être le sens de la visite du CEFOP au syndicat. Illustration avec la une du quotidien Citoyen. L'opposition politique à la recherche d'un allié, titre le journal d'État, et Zéphirin Diabré de préciser, il était important pour nous de renouer le contact avec les syndicats afin de converger dans la défense des intérêts généraux des Burkinabés. Ce que le journal Le Quotidien qualifie de mutualisation des forces pour défendre les intérêts du peuple. Cette opération ou tentative de séduction syndicale est renchérie chez notre confrère de l'Observateur. Nous vous soutiendrons dans toutes vos actions, clame le chef de file de l'opposition politique. La jeune fille, l'UAS, l'unité d'action syndicale s'en réjouit, tout en rappelant à l'opposition séductrice, si vous êtes dans le mauvais sens, nous allons vous interpeller. Autre sujet, Amnesty International s'inquiète de la situation des jeunes filles au Burkina Faso, relève le quotidien Le Soir. Selon cette ONG, dans certaines zones du Burkina Faso, plus de la moitié des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Une thèse corroborée dans les éditions Le Pays en ces termes. Amnesty International fustige les mariages forcés et les barrières à la contraception. L'ONG plaide alors pour une sensibilisation accrue sur le fléau des mariages précoces et forcés, un vice potentiellement dégradant et handicapant pour les femmes. C'est tout pour cette édition unique. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de la RTV.